Allez, on parle du secteur auto parce que c'est le mondial de l'auto cette semaine à Paris, porte de Versailles. Faut-il revenir sur un secteur qui était largement abandonné et parfois dont les valorisations sont à la casse? Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Secteur auto qui est totalement délaissé, c'est pas nouveau, maintenant ça dure. Et donc c'est vrai qu'on a des valorisations qui sont quand même historiquement basses. Il y a des chiffres là-dessus. Oui, normalement vous avez des ratios entre... Alors on a un petit souci de micro, c'est une chose qui arrive, c'est pas grave. Il a dû tripoter les petits boutons, il a fait mumuse avec son micro, mais c'est pas bien ça. Alors c'est bon, on a Laurie qui est là, qui vient s'occuper de tout ça. C'est bon Laurie? Allez, merci Laurie. Donc on parlait des valorisations, Laurence, qui sont pour le coup très très basses depuis un petit moment maintenant. Ça n'a jamais été un secteur très bien valorisé en bourse. On est toujours sur des ratios assez faibles par rapport à la moyenne du marché. Ouais. Donc on était entre 6-8 et là on est sur des ratios où ça capitalise 3-4 fois les bénéfices annuels d'un constructeur comme Renault. Ce qui est dingue, c'est que Stellantis, m'a-t-on dit, je crois que c'est un PER de 3-4 sur Stellantis, Ouais. avec On est sous les 3 Stellantis. Avec une marge de 15% ça. Du niveau de Mercedes. C'est ça. Si vous prenez la valeur d'entreprise de Stellantis, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas de dette, ils n'ont que du cash, donc valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, vous êtes à 0,5. C'est-à-dire qu'en une année, ils font 2 fois leur EBITDA, leur valorisation. C'est assez incroyable. Donc il y a des ratios qui sont complètement à la casse. Pour tous les acteurs, que ce soit tous les acteurs. Alors les Allemands sont un petit peu mieux lotis, mais ils ont la même décote par rapport à la moyenne. Si vous prenez une moyenne historique sur les 8 dernières années des valorisations du secteur, tous les constructeurs sont à 50% de décote par rapport à cette moyenne. Donc ça peut durer encore très longtemps. Et dans les équipementiers, vous avez un même effet avec plus de disparités, mais l'idée est la même, il y a de la décote. Ce qui fait peur, c'est quoi? C'est ce virage vers l'électrique qui est imposé à marche forcée par les États. Tout ça fait peur aux investisseurs? Oui, parce que ce ne sont pas les constructeurs qui ont décidé du jour au lendemain de se dire on se met à fond sur l'électrique. Ouais. Il y a une volonté politique. Et quand il y a une volonté politique, vous êtes obligé de faire sur des durées assez courtes. La décision de l'Europe d'interdire le thermique d'ici 2035, c'est demain, 2035. Donc c'est radical. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accumulé du cash, que vous avez des importantes trésoreries dans ces groupes. Ils vont devoir investir des dizaines de milliards pour changer leur production, pour passer du thermique à l'électrique. Et donc ça inquiète parce que c'est une incertitude assez forte. Les investisseurs n'aiment pas ça, ils aiment bien avoir une visibilité. Et voilà, c'est forcément, ça pèse sur les valorisations. Ouais, sachant qu'il y a d'autres facteurs de risque, il y a cette course pour réussir la transition électrique, cette course aux matières premières, aux métaux qu'on appelle métaux critiques, aux terres rares. Ouais. Et là, pour le coup, voilà, tout ça n'est pas gagné non plus. Ouais, alors ça, c'est le côté... Si jamais le véhicule électrique fonctionne, s'il y a de la demande, effectivement, il va y avoir un souci sur les matières premières, enfin un souci, une hausse des prix, puisqu'on passe sur des matières premières qui n'étaient pas utilisées par le secteur automobile auparavant. Vous connaissez le lithium pour les batteries, le cobalt, le nickel, le cuivre. Donc tout ça coûte plus cher. Même si ça a baissé un petit peu, les cours oui, non, mais là, on parle à court terme, c'est redescendu. Mais les prévisions sur la prochaine décennie, avec une utilisation massive pour ce secteur-là, ça ne matche pas avec la production. Et qui dit il va falloir plus cher, dit d'ailleurs prix d'électrique plus cher, même si c'est intéressant, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a dit hier que l'année où il y aurait égalité entre le prix d'une voiture thermique et électrique, ce serait 2026. Ouais, mais 2026, donc ça veut dire qu'il faut encore faire comme 4 ans à essayer de vendre aux consommateurs une voiture qui coûte plus cher, pour laquelle l'utilisation est plus compliquée. Vous avez du mal à avoir des infrastructures dans de nombreux pays. En France, c'est 4 bornes de recharge aux 100 km. C'est peu, c'est 10 fois moins qu'aux Pays-Bas qui en avance dans le domaine. Donc un prix à l'utilisation qui n'est pas plus réduit. Il y a eu des tests faits sur autoroute pour des trajets. Pour recharger, ça coûte plus cher que l'essence. Enfin, il y a des aberrations comme ça. Donc, c'est difficile de vendre ça à un consommateur en disant, voilà, vous avez une autonomie plus limitée et ça va vous coûter plus cher. Et puis, donc, il y a un doute là-dessus aussi. Et ça, dans l'esprit des investisseurs, ça pèse forcément. Sans oublier la concurrence des acteurs asiatiques et chinois. Et on le voit bien, d'ailleurs, au mondial de l'auto. Ah bah, j'y suis passé hier soir. Ouais. C'est impressionnant. C'est le mondial des voitures asiatiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Allemand. Il y a DS, il n'y a pas Citroën. Il y a Renault. Et tout le reste, c'est asiatique. Donc vous découvrez pas mal de marques que vous n'avez jamais vues. Et ce qui est impressionnant, c'est que leurs modèles sont loin d'être ridicules. Si vous enlevez le logo, honnêtement, vous avez l'impression que c'est la même voiture que les constructeurs occidentaux. Après, il faut voir ce qu'il y a sous le capot. Même si sous le capot, c'est faut voir ce qu'il y a sur le capot, mais honnêtement, c'est assez bluffant.
Vous aviez même un Vietnamien, VinFast, qui a débarqué. Donc, ils ont de grandes ambitions sur le marché européen parce que sur le thermique, ils étaient inexistants, les Chinois notamment. Et sur l'électrique, ça fait des années qu'ils soutiennent ce secteur, qu'ils l'ont développé, qu'ils l'ont entretenu. Donc il y a beaucoup de constructeurs chinois dans les véhicules électriques et ils veulent créer des parts de marché sur le marché européen. Donc ça aussi, c'est une inquiétude des investisseurs qui explique Cette décote sur le secteur auto, est-ce qu'elle peut durer longtemps? Est-ce que le scénario du pire n'est pas déjà intégré largement pour beaucoup de constructeurs? Qu'est-ce qu'on fait sur le secteur auto? Il y a des dossiers sur lesquels il faut revenir. C'est un peu l'idée. C'est que, par exemple, depuis le début de l'année, on perd un tiers de la valeur du secteur sur le stock automobile européen. On ne peut pas baisser indéfiniment quand on a des valorisations aussi basses. Donc sans dire que le secteur est une incroyable opportunité, il y a un moment où la valorisation est tellement faible qu'on peut se dire effectivement que si le scénario noir n'a pas lieu, comme une baisse, par exemple SP a évoqué une baisse de la production automobile en Europe en raison du choc énergétique, ou ce qu'on vient d'évoquer sur la demande de l'appétence du consommateur, s'il n'y a pas de scénario noir lié à une récession économique, ça paraît assez peu valorisé. Et on disait Stellantis, c'est PER de 3. Ouais. Si on a une vision long terme. Exactement. Bon voilà, point de vue signé. Et on privilégie qui, quand même, donner une valeur ou deux? Plutôt Stellantis que Renault, de notre côté, et chez les équipementiers, plutôt Valeo que Forcia. Voilà, c'est clair, c'est tranché. Ouais, c'est tranché. Comme souvent, avec Laurent Safon, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, salut. Salut David.